Bien, après avoir défini le problème des échanges intra-branches, il va falloir tenter maintenant d'expliquer ce phénomène. Et donc, et plus généralement d'ailleurs, le commerce international contemporain. Nous allons avoir 4 théories que l'on va structurer de la manière suivante. D'une part, du côté de l'offre et d'autre part, du côté de la demande. Du côté de l'offre, on a 3 théories, 3 types d'explications qui vont permettre d'expliquer cette nouvelle structure du commerce international dont, je le répète, qui est plutôt du commerce dit de similarité. Premièrement, on va voir l'argument massu qui, de mon point de vue, est le plus important, c'est l'hypothèse des rendements croissants. Deuxièmement, on va voir la division internationale du processus de production. L'idée, c'est un mot un peu compliqué, ce qu'on appelle la DIPP, qui signifie tout simplement que les entreprises ont eu des sous-traitants, ce n'est pas nouveau, mais ont eu des sous-traitants à l'international. Et enfin, on va voir les stratégies de niche, qui sont des arguments là plutôt microéconomiques, en tout cas les 2 premiers. Celui de la division internationale du processus de production et la stratégie de niche. Et puis, du côté de la demande. Du côté de la demande, eh bien, là, on va voir que tout simplement, les consommateurs, c'est assez simple à comprendre, expriment une demande de variété. Les consommateurs préfèrent avoir le choix. Et s'ils estiment que le choix n'est pas assez grand sur le territoire national, il peut y avoir une opportunité pour des producteurs étrangers de proposer aux consommateurs nationaux un choix qui peut être plus large. Bon, alors ça peut se discuter. Peut-être que cet argument, dans quelques années, il sera plus valable et peut-être qu'au contraire, les consommateurs réclameront du local et préféreront avoir moins de choix, c'est possible. Mais pour l'instant, cette hypothèse rend assez bien compte de ce qui se passe dans le monde. Donc, ce sont ces théories et dans cette vidéo, nous allons voir principalement un argument, une vidéo par argument, l'argument des rendements croissants. Si vous êtes prêts, c'est parti, let's go! Bien, donc on va d'abord voir la notion de rendement. Et donc la notion de rendement, ça désigne quoi? Les rendements décrivent l'évolution de la production en fonction des variations de tous les facteurs de production. Je vais le dire autrement, les rendements, quand on parle de rendement d'une entreprise, on essaye de voir combien va varier la production, le nombre d'unités produites, en fonction de la quantité de tous les facteurs de production. Alors par exemple, que se passe-t-il si le nombre de machines double, le nombre de travailleurs double, comment va évoluer la production? Est-ce qu'elle va augmenter, est-ce qu'elle va doubler? Est-ce qu'elle va augmenter plus que proportionnellement ou moins que proportionnellement? Et bien c'est à cette question que répondent les rendements. Et en fait, il y a 3 possibilités. On va voir ça avec une fonction de production avec 2 facteurs de production, K pour le capital, L pour le travail. Donc K, si vous voulez, c'est le nombre de machines, L, ça va être le nombre de travailleurs, L pour labor et K pour capital. On va imaginer un coefficient, alpha, un coefficient qui est supérieur à 1, par exemple, on va mettre 2 là pour l'exemple, mais ça pourrait être valable avec 1,1, on va mettre 2, ça va être très simple. Bon. Et on va imaginer que dans notre fonction de production ici, on multiplie par 2, par alpha ici, la quantité de machines et par 2 la quantité de travailleurs. Donc alpha multiplié par K, donc 2 fois K, 2 fois plus de machines et 2 fois plus de travailleurs. Et quel est le résultat d'avoir multiplié par 2 les facteurs de production? Et bien dans cet exemple, ça revient à, on prend la production, la fonction de production, multipliée par 2. Autrement dit, en multipliant par 2, alpha ici, en multipliant par 2 la quantité de capital et la quantité de travail, on a doublé la production. Dans ce cas-là, c'est l'hypothèse la plus intuitive, les rendements sont constants. Il y a un autre cas qui est intéressant, qui va être le cas où, donc c'est la même chose, là on multiplie par 2 le stock de machines, on multiplie par 2 le stock de travailleurs, et on obtient, regardez le signe, l'inégalité ici, on obtient une production qui va être inférieure au doublement de la production. Là, c'est l'hypothèse des rendements qui sont décroissants. Autrement dit, on est 2 fois plus de machines dans l'entreprise, 2 fois plus de travailleurs dans l'entreprise, et l'entreprise n'a produit que 1,5 fois plus. Elle a produit plus, naturellement, on est plus nombreux, mais moins que proportionnellement. Donc là, on a des rendements qui sont décroissants. Et puis, la dernière possibilité,
la plus intéressante, celle qui nous intéresse ici là, pour le commerce international, c'est l'hypothèse des rendements croissants. Donc là, on a multiplié par 2 le stock de capital, on a multiplié par 2 la quantité de travail, et on voit, regardez le signe inégalité, on a quelque chose qui est supérieur au doublement. Autrement dit, on a doublé la quantité de travailleurs dans l'entreprise, on a doublé la quantité de machines, et on a produit, par exemple, 3 fois plus. Et bien là, on est dans l'hypothèse des rendements qui sont croissants. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces rendements croissants? Alors là, il y a un économiste, Adam Smith, qui avait déjà bien vu le phénomène, il ne l'avait pas mentionné de cette manière-là, mais en augmentant l'échelle de production, dit-il, dans la richesse des nations, en 1776, on peut accentuer la spécialisation des tâches. Donc là, c'est l'idée selon laquelle plus on est nombreux, plus on peut trouver une organisation qui est plus efficiente, basée sur une meilleure division du travail. Bon, alors maintenant, que faire avec cette notion? Eh bien là, on va suivre un raisonnement qu'un auteur comme Paul Krugman, le prix Nobel 2008, a initié pour éclaircir un petit peu des points explicatifs du commerce international. Et bon, là, c'est un petit modèle que j'ai créé pour essayer de vous faire comprendre le rapport entre les rendements croissants et le commerce international. On va prendre une hypothèse assez audacieuse, là pour le coup, 2 pays qui sont identiques en tout point. En tout point, ça signifie qu'ils ont la même législation, ils ont les mêmes dotations de facteurs, donc HOS ça marche pas, ils ont la même technologie, donc les avantages comparatifs ça marche pas, ni absolu d'ailleurs, ils sont identiques, ce sont des calcomanies. Et on va prendre ici le premier pays par exemple, j'ai mis le drapeau allemand là pour fixer les idées, et donc il fabrique un bien A. Alors j'attire votre attention sur la quantité de travail qu'il faut pour fabriquer le bien A. Dans ce pays, on a 10 unités de travail, 10 travailleurs. Si je mets 5 travailleurs ici à la fabrication du bien A, 5 travailleurs produisent un bien A. Mais rappelez-vous la notion de rendement qu'on a vue tout à l'heure. Regardez ce qui se passe quand on augmente le nombre de travailleurs pour fabriquer un bien A. 5 travailleurs, je fabrique un bien A. Avec 10 travailleurs, je ne fabrique pas 2 biens A, le double, non, j'en fabrique 4. Donc là, ce petit tableau, il symbolise ce que l'on a montré préalablement à travers la notion de rendement. Donc là, ici, j'ai une entreprise qui fabrique un bien A qui obéit à des rendements croissants. Même chose pour l'autre pays, la France. Ici, j'ai pris un décalcomanie. Ils ont la même quantité de travail, 10, qui obéit également au rendement croissant. Vous voyez, avec 5 travailleurs français, je produis un bien A. Et si je double les quantités de travailleurs dans cette entreprise, je passe de 5 à 10, j'en produis 4. Donc j'ai 4 fois plus de production alors que je n'ai que doublé les facteurs de production. Donc j'ai bien des rendements croissants. Et c'est vrai aussi pour le bien B, disais-je, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en France. Bon, alors maintenant on va se poser la question, on va faire d'abord une hypothèse avant de se poser cette question. Les habitants de ces pays, ils veulent des 2 biens. C'est une hypothèse, alors c'est pas une hypothèse qui est innocente, ça signifie que c'est une hypothèse importante, selon laquelle les individus, les agents économiques, préfèrent avoir le choix que de ne pas avoir le choix. Ils préfèrent avoir de la variété plutôt que moins de choix. Voilà. Alors c'est une hypothèse qui est discutable, je trouve qu'elle rend assez bien compte des préférences des agents économiques. En tout cas en microéconomie standard, on est toujours dans cette hypothèse selon laquelle le plus, le mieux. Plus les individus ont le choix, mieux c'est. Donc on va faire cette hypothèse que les agents économiques, ils veulent consommer du bien A et du bien B. De même qu'ici en France, ils veulent consommer du bien A et du bien B. Bon. Alors on va imaginer qu'ils sont en autarcie, les frontières sont fermées, quelle sera la production de chacun des biens? Alors vous pouvez faire un arrêt sur image, réfléchir 2 minutes pour essayer de répondre à cette question. J'avance ici, donc on a dit que dans les pays, il y avait 10 unités de travail. Donc 10 unités de travail, si avec 5 travailleurs, je peux produire une unité de bien A, et les 5 autres travailleurs sur les 10 qui me restent, je peux fabriquer une unité de bien B. Même chose en France, 5 et 5 et 10 sur les 10 unités de travail. Donc là, clairement, la production de chacun des biens, ça va être en tout, il va y en avoir 4 biens au total, un bien A, un bien B en Allemagne, un bien A en France et un bien B en France. Donc 2 biens A seront fabriqués et 2 biens B seront fabriqués. Bien, maintenant, on va faire l'hypothèse que les pays se spécialisent et que les frontières vont s'ouvrir.
Et on va faire l'hypothèse que, par exemple, l'Allemagne va se spécialiser dans la fabrication du bien A. Donc ça signifie qu'elle va allouer plus de ressources dans la fabrication d'un bien A et qu'elle va abandonner la fabrication du bien B. Sauf que, souvenez-vous, s'il ne fabrique plus de bien B et que par hypothèse les habitants veulent des biens B, il faudrait que quelqu'un d'autre fabrique. Là, ça va être par exemple la France. La France va se spécialiser dans la fabrication du bien B. Donc là, j'ai de la spécialisation. Et la spécialisation, on va permettre d'avoir toujours le même niveau, la même variété des biens que l'on consomme. Alors comment ? Tout simplement par l'échange. Maintenant, les 10 travailleurs qui étaient en Allemagne vont être alloués à la fabrication du bien A, ce qui fait que l'Allemagne va fabriquer maintenant 4 biens A. Et de même, en France, les 10 travailleurs vont être alloués à la fabrication du bien B, et avec 10 travailleurs, on produit 4 biens B. Autrement dit, on va pouvoir augmenter la production de biens B en France, on peut par exemple en avoir 2, et les exporter en Allemagne. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que la production globale, elle est doublée. Tout à l'heure, dans la production mondiale, on avait 4 biens, maintenant on en a 8. Donc il y a eu de la croissance économique, et le surplus des biens A que l'Allemagne a, elle peut les exporter à la France, et d'autre part, le surplus de la France, elle peut être doublée. Elle peut être exportée, pardon. Donc là, on se rend compte que l'introduction des rendements croissants a permis d'expliquer du commerce international. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec les échanges intra-branches ? C'est assez simple. Imaginons que le bien A en question, ce soit des voitures de luxe. Et imaginons que le bien B, ce soit des voitures moyen de gamme ou des citadines, si vous voulez. Eh bien, ça marche très bien. Donc on voit très bien comment l'Allemagne, en se spécialisant dans des voitures haut de gamme, qui passent la frontière, là, qui sont exportées, renonce à fabriquer des voitures qui vont être moyen de gamme, qui, elles, vont venir de la France, le bien B, et qui seront ici exportées. Et donc vous voyez que nous avons un pays qui exporte des voitures, un autre pays qui exporte également des voitures. Nous avons ici des échanges intra-branches. Alors certains vont me dire, oui mais monsieur, ce n'est pas exactement les mêmes voitures. Vous venez de le dire, ce sont des voitures haut de gamme et des bas de gamme. Oui, mais encore une fois, ça reste des produits similaires. Il y a moins de différence entre une voiture haut de gamme et une voiture bas de gamme qu'entre une voiture et puis une tonne de pétrole, par exemple. Donc voilà, donc ça reste du commerce de similarité, et en l'occurrence ici, intra-branche. Alors la conséquence de tout ça, c'est que l'existence des rendements croissants, d'une part, ça peut éclipser la théorie des avantages comparatifs, puisque là, j'ai réussi à justifier un échange uniquement avec des pays qui étaient totalement identiques. Alors, éclipser la théorie des avantages comparatifs, ça ne veut pas dire que celle-là est fausse. Paul Krugman, dans un de ses bouquins, dans La mondialisation n'est pas coupable, il y a une note de bas de page et il explique bien que l'hypothèse des avantages comparatifs reste une hypothèse très puissante. Et donc voilà, mais à la limite, on peut s'en passer. Deuxième chose, on vient de le voir, les rendements croissants rendent compte du commerce de similarité et du commerce intra-branche. D'autre part, les rendements croissants impliquent des économies d'échelle croissantes. Alors, les économies d'échelle croissantes, je ne l'ai pas développé dans ce tuto, mais c'est tout simplement le fait qu'augmenter la production permet de baisser le coût unitaire. Ça coûte moins cher de fabriquer à l'unité un Airbus, un avion, un A380, ça coûte moins cher si Airbus en fabrique 200 que s'il en fabrique un seul. Le coût de l'Airbus sera moins cher, tout simplement parce que les coûts fixes seront lissés sur des séries plus grandes, et donc ça va diminuer le coût unitaire. Donc les économies d'échelle croissantes, ça c'est un argument qui est important, c'est-à-dire qu'on va avoir des marchés qui seront assez concurrentiels, et notamment qui exigent d'avoir une grande taille. Je n'en fais pas la démonstration, mais quand il y a des rendements croissants dans une entreprise, il va y avoir des économies d'échelle croissantes. Et donc, ça veut dire que la concurrence, elle va plutôt être oligopolistique. Pour quelle raison ? Parce que là, on est en train de donner un argument qui fait que la grande taille des entreprises, en augmentant les facteurs de production, ça permet d'augmenter, quand les rendements sont croissants, l'efficience productive, et en plus, économie d'échelle, ça permet de baisser le coût unitaire. Et donc, ça signifie que ce sont des concurrences qui sont plutôt, comme ce sont des grandes entreprises, ce sont peu de grandes entreprises qui fabriquent des grandes séries, plutôt que plein de petites entreprises. Donc quand il y a peu de grandes entreprises, on a plutôt des marchés oligopolistiques, voire monopolistiques dans le cas d'un monopole naturel. Voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo ici.
nous avons une explication du commerce de similarité et nous avons une nouvelle gamme d'explications du commerce international.